Faites un exercice avec moi. Écrivez quelque chose, un petit poème, une description de votre chambre, un souvenir d'enfance, n'importe quoi. Si l'inspiration vous vient pas, faites un dessin ou même prenez votre téléphone et filmez ce qui se passe autour de vous. Ce que vous venez d'écrire, dessiner ou enregistrer, c'est à vous. Et sans rien faire d'autre, votre création est maintenant automatiquement protégée par un régime de droit international qui couvre une grande partie de la planète. Au Canada, par la loi sur le droit d'auteur. C'est quand même fascinant comme portée, et c'est un pouvoir énorme. Je m'appelle Fernel Morisset. À l'initiative de Copybec, pour célébrer les 100 ans en 2024 de la loi sur le droit d'auteur du Canada, je suis allé à la rencontre d'experts en droit d'auteur à travers tout le pays. Nos échanges sont à la base des 3 épisodes de notre série. Merci de vous joindre à nous. Alors, ensemble, commençons ce premier épisode en parlant de la loi sur le droit d'auteur sous l'angle du pouvoir, comme outil de pouvoir et aussi comme outil contre le pouvoir. On ne peut pas parler de l'histoire du droit d'auteur au Canada sans parler de l'histoire du Canada. L'histoire du droit d'auteur, c'est pas juste une question technique pour l'industrie culturelle. On découvre un reflet de l'histoire du Canada au grand complet. L'évolution du droit nous parle de nous, des visions qui s'affrontent, de la place des artistes et des créateurs, de l'importance de la culture et des instruments de pouvoir qu'on s'est créés, des fois à des fins commerciales, des fois pour protéger nos créateurs, des fois pour s'affirmer en tant que peuple, et des fois pour un peu de tout ça en même temps. On commence en 1867, à la naissance de la Fédération canadienne moderne et l'alliance des 2 peuples représentés aux conférences qui ont mené à sa confédération. On parle bien de 2 peuples ici, celui d'origine britannique et celui d'origine française. Oubliez-le pas parce qu'on va y revenir. Il y a évidemment des peuples oubliés ici. Mais pour l'instant, on continue parce qu'en 1867, la question qui nous intéresse, c'est de savoir qui, entre le gouvernement fédéral ou les gouvernements des provinces, sera responsable de l'application du droit d'auteur dans la nouvelle Fédération canadienne. J'en ai d'ailleurs parlé par visioconférence avec Isolde Gendreau, professeure en droit de la propriété intellectuelle à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. C'est sûr qu'à l'époque, en 1867, le modèle avec lequel il travaillait, c'était les lois d'Angleterre, celui des lois de l'Angleterre. Mais ici, sans doute que pour eux, la meilleure façon de transposer ça, c'était de le mettre en compétence fédérale, ce qui, à mon avis, était quand même la meilleure décision parce que ce serait vraiment difficile de gérer du droit d'auteur et du droit des brevets, parce que les 2 vont ensemble dans ce contexte-là, si ça devait relever des provinces. La professeure émérite en droit de la propriété intellectuelle de l'Université de Windsor, Myra Tawfik, y voit aussi une question d'identité nationale. Je l'ai rejoint dans un petit restaurant à l'aéroport Toronto-Pearson. Très bien, et vous? Oui, merci. Très bien. Fernel Morisset. Myra Tawfik. Bonjour. C'est un plaisir. En matière de juridiction du Parlement fédéral, c'est vraiment des matières qui ont de l'importance nationale et le droit d'auteur se situe en tant qu'identité nationale, la culture nationale, et donc le droit d'auteur a fait partie de la juridiction du Parlement fédéral. Ça a un lien national au lieu de provincial. Le gouvernement fédéral se fait pas attendre pour mettre en œuvre ses pouvoirs. En 1868, le gouvernement fédéral adopte une première loi fédérale du Dominion du Canada sur la question. Mais on est encore loin du droit d'auteur comme on le connaît maintenant. La loi de 1868, c'était une copie de la loi de 1832, qui était la première loi sur le droit d'auteur, qui a été promulguée avant la Confédération au Bas-Canada, c'est-à-dire au Québec. Et la loi du Québec était basée sur la loi américaine. Et en 1868, c'était une copie. Après la Confédération, le Canada a adopté la même loi. Et les éléments clés sont vraiment... c'était un système d'enregistrement. Il y avait des formalités pour avoir la protection. Il fallait enregistrer le droit. Il fallait déposer 2 copies des livres avec le ministre de l'Agriculture. Le fait que ce soit initialement le ministre de l'Agriculture qui en était responsable est peut-être surprenant. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Christian Laforce, directeur général de Copybec, précise et ajoute. Aujourd'hui, on fait affaire avec deux ministères. Un patrimoine canadien qui est plus du côté des auteurs, l'autre, l'industrie, qui est plus du côté des utilisateurs. Il faut qu'on arrive à trouver une bonne dose de compréhension entre les deux pour arriver à une solution gagnante-gagnante. Fait que c'est très difficile de faire la démonstration qu'une réforme de la loi du droit d'auteur va plaire aux deux clientèles desservies par ces ministères-là. Mais, même si c'est le gouvernement fédéral qui exerce son autorité, on est encore dans une logique coloniale de l'Empire britannique. En 1911, le gouvernement britannique adopte pour lui-même une nouvelle loi sur le droit d'auteur. Le Canada va l'adopter presque telle quelle en 1921. La loi change beaucoup des éléments du droit d'auteur qui se trouvaient sous l'ancienne loi. La professeure Gendreau nous donne plus de détails. D'abord, mais ce n'est plus le ministre de l'Agriculture qui en est responsable. On a toujours un registre pour les œuvres à cette époque-là. Mais je dirais peut-être un des grands changements, c'est celui qui a trait à la durée. Parce que en 1921, la durée du droit d'auteur n'était plus en fonction de l'enregistrement, mais était devenue une durée de vie de l'auteur et 50 ans. Donc ça, je dirais que c'est la caractéristique principale qui marque la différence avec la loi de 1868. On avait toujours l'enregistrement avec la loi de 1921, mais c'est une question qui devient plus accessoire et qui ne fait pas dépendre la protection de cet enregistrement. C'est bien des lois canadiennes, mais même au tournant du siècle, les œuvres se partagent d'un pays à l'autre. En plus de lois, il faut que le droit d'auteur soit protégé par des traités, dont le plus important, c'est la Convention de Berne. Alors, la Convention de Berne, c'est le premier grand traité international en matière de droit d'auteur. Pour le Canada, on en est devenu membre parce qu'à l'origine, la Convention a été signée entre un nombre plus restreint de pays qu'aujourd'hui, dont le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, à ce moment-là, pouvait représenter son propre pays, le Royaume-Uni, mais aussi ses colonies. On pouvait faire partie de la Convention de Berne, on pouvait dire qu'on faisait partie de la Convention de Berne, mais à travers un statut colonial. Mais le contexte canadien au plan national et international a beaucoup changé entre 1886 et 1921. Même si le Canada est membre de la Convention de Berne en tant que colonie britannique, en 1923, le gouvernement canadien propose de modifier la loi pour permettre au Canada d'accéder par lui-même à la Convention de Berne. Selon la professeure Tawfik, le processus n'a pas été facile. Le Canada a été signataire au tout début à cause du fait que nous étions une colonie britannique. Mais à partir du 20e siècle, à partir de la loi britannique de 1911 et notre loi de 1924 qui est basée sur cette loi, on a adopté la Convention de Berne comme pays indépendante. Mais ce n'était pas sans controversie parce que ça nous a pris 3 ans, de 1921 à 1924, légiférer sur notre loi moderne du droit d'auteur, c'est-à-dire la loi de 1924. La toute première loi moderne sur le droit d'auteur au Canada sera donc mise en application l'année suivante, en 1924, avec une affirmation que le Canada est un joueur international prêt à décider par lui-même ses lois et son caractère national. Un élément de son caractère national se trouve dans un ajout particulier au droit d'auteur canadien en 1933. Jusqu'à présent absent des lois britanniques, mais bien présent dans les lois françaises qui inspirent une partie de la tradition légale canadienne, le droit moral. Les droits moraux, ce sont des droits qui s'attachent à la personnalité de l'auteur, à la relation, le lien que l'auteur a sur sa création. Et il y a plusieurs droits moraux qu'on reconnaît. Au Canada, on reconnaît 2. Le droit de paternité, d'attribution, c'est-à-dire le droit d'être nommé comme auteur ou d'être anonyme ou de choisir d'être reconnu par un pseudonyme. Et puis le droit de l'intégrité, c'est-à-dire le droit que l'auteur a de s'objecter à l'utilisation de l'œuvre qui attaque la réputation ou l'intégrité de l'auteur. Et les droits moraux c'est vraiment du droit de l'Europe continentale, du droit français, du droit civil.
Les dynamiques de pouvoir encadrées par les lois se jouent pas seulement au Parlement avec des grandes lois et traités internationaux. Des fois, le jeu se transpose devant les tribunaux. On a fini la dernière section en parlant du droit moral, alors commençons là. Le centre Eaton à Toronto, c'est probablement le centre d'achat le plus visité au pays. Dans son grand hall se trouve une 60aine de représentations de Bernache en plein vol au-dessus de la tête des gens. L'œuvre est iconique. C'est le travail de Michael Snow, figure majeure de l'art contemporain. Nommé Flight Stop, l'œuvre est un type d'installation artistique qu'on appelle une sculpture d'installation, créée spécifiquement pour le hall en 1979. Écoutons Michael Snow lui-même lors d'une de ses dernières entrevues en 2019. L'extrait suivant vient d'une vidéo produite par l'université OCAD sur la carrière de Michael Snow. Ce qui m'a vraiment frappé, une fois à l'intérieur du bâtiment, c'était le volume d'air dans un espace clos. Je me suis dit qu'il fallait quelque chose dans les airs, pas sur les murs ou sur le plancher. L'idée d'oiseau s'est présentée et je me souviens que c'est pendant une conversation avec Joyce Wieland, ma femme à l'époque, que j'ai eu l'idée des Bernaches du Canada. Le concept général était de mettre quelque chose dans les airs. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans les airs? Des oiseaux. Pour en savoir plus, j'en ai parlé avec Martha Langford, professeure d'histoire de l'art à l'Université Concordia par visioconférence. Professeure Langford est très familière avec l'œuvre Flight Stop et le travail de Michael Snow. Elle est entre autres l'auteur du livre Michael Snow, sa vie et son œuvre. L'œuvre, au début, était une installation, je dirais, prestigieuse pour the Eaton Center. Et c'est une œuvre qui a été très populaire, très intéressante pour le grand public. En effet, une des raisons, c'est que c'est une sculpture installation, c'est-à-dire Michael Snow a beaucoup pensé l'orientation de cette sculpture, l'histoire du magasin en tant que lien à travers le pays à ses débuts, et le fait que l'orientation du Galleria, du Eaton Center, est nord-sud. Donc, c'était la notion de briser, d'avoir des sculptures qui étaient des Bernaches qui volaient en formation, qui brisaient leur voyage pour descendre à la porte sud. Mais peut-être justement parce que c'est un icône tellement associé au centre Eaton, 3 ans après son installation, en 1982, le centre d'achat décide d'incorporer l'œuvre dans ses décorations de Noël, en mettant un petit ruban festif au cou de chacune des 60 représentations de Bernache. L'affaire fait les manchettes. Les Bernaches de taille nature de Snow survolent l'intérieur du centre d'achat bondé de Toronto. Appelé Flight Stop, l'œuvre a été au centre d'un précédent juridique. Quand des employés du centre Eaton ont attaché des rubans de Noël au cou des oies, un juge a donné raison à Snow, qui accusait le centre commercial d'avoir déformé son œuvre. La professeure Martha Langford. C'était vraiment pour défendre l'intégrité de son travail en tant qu'œuvre d'art. Cette installation de sculpture n'était pas une décoration, mais vraiment une œuvre moderne créée par Snow et conçue pour l'espace. On peut dire qu'il voulait simplement défendre la notion qu'on ne pouvait pas ajouter, changer, déplacer des œuvres d'art créées dans ces circonstances. Le tribunal tranche. Les rubans dénaturent l'intention artistique de M. Snow. Même s'il a vendu l'œuvre, M. Snow n'avait pas renoncé à son droit moral. Les rubans doivent partir. 3 ans plus tard, en 1985, le Parlement modifie la loi sur le droit d'auteur pour confirmer la décision du tribunal. Mais au Canada, on ne peut pas parler de lutte de David contre Goliath en matière de droit d'auteur sans parler de l'histoire de Claude Robinson. C'est en 1985 que Claude Robinson, artiste et créateur, sent qu'il est prêt à partager son concept pour une émission de télé jeunesse sur laquelle il travaille depuis au moins 1982. Robinson Curiosité. Le concept de l'émission prévoit un personnage principal, Robinson Curiosité, dont l'apparence est basée sur celle de Claude Robinson lui-même. Personnage enfantin et maladroit, barbu avec des petites lunettes rondes, sur une île où se trouvent bon nombre de personnages, dont son ami, le corpulent Vendredi Ferrier,
un homme intelligent qui prend soin de lui et le sort du pétrin par ses inventions ingénieuses, épisode après épisode. Bonjour! Pour connaître la suite des choses, je suis allé au bureau de Madeleine Lamotte-Sanson, avocate qui pratique en droit d'auteur et qui a participé au volet de recouvrement des dommages de M. Robinson dans son périple devant les tribunaux. Bonjour, Fernand Morisset. Enchantée! Pendant les années 80, M. Robinson a fait énormément de démarches pour trouver un diffuseur intéressé afin de compléter le projet et qu'il voit le jour à la télévision. Et donc des démarches avec certains des défendeurs qui ont finalement été défendeurs dans la cause. Donc, Sinard, M. Weinberg, Mme Charret, M. Isard en France, ils l'ont nié au début, mais avaient tous eu accès au projet de M. Robinson. M. Robinson, voyant ces démarches infructueuses, met sur la glace le projet sans nécessairement l'oublier, jusqu'à ce qu'en 1995, il voit la première d'une émission qui s'appelle Robinson Sucroé. L'émission pour enfants met en scène un personnage principal qui ressemble étrangement à Claude Robinson. Robinson Sucroé. Personnage enfantin et maladroit, barbu avec des petites lunettes rondes, sur une île où se trouve bon nombre de personnages, dont son ami, le corpulent Mercredi, un homme intelligent qui prend soin de lui et qui sort du pétrin par ses inventions ingénieuses, épisode après épisode. L'émission, distribuée à travers l'Europe, le Canada et les États-Unis, est produite par Sinard et signée Christophe Isard, une des personnes à qui Claude Robinson avait montré son concept lors de ses démarches. Plusieurs années plus tard, pendant une entrevue à Radio-Canada le 23 décembre 2003, Claude Robinson a partagé le choc qu'il a vécu à ce moment-là. En 1994, Claude Robinson s'effondre en voyant à la télévision un dessin animé produit par Sinard. J'ai ouvert la télévision, puis je pitonnais, puis à un moment donné, je suis tombé sur l'image, sur le commercial qui annonçait l'émission. C'était ma face qui était à l'écran, là, tu sais. Mon dessin, mon personnage, tout. Maître Lamotte-Sanson nous donne un aperçu de ce qui a suivi. Mise en demeure, négation de la part des autres parties à l'effet qu'il y aurait eu même un accès. On prétendait même ne pas connaître M. Robinson, ce qui était tout à fait faux. Et ce qui entraîne finalement une action déposée en 1996. La procédure, juste en première instance, a commencé en 1996, mais le procès n'a eu lieu qu'en 2009. Tout ça parce que les autres parties ont fait des requêtes pour faire des délais, demander la scission d'instance, toutes sortes de procédures visant clairement, selon même le juge de première instance, à épuiser financièrement et émotivement M. Robinson. Après avoir passé plus de 20 000 pages de preuves, 40 témoins et 4 experts, la Cour tranche. Sinard et Christophe Isard ont bel et bien volé le concept de Claude Robinson. Le jugement en sa faveur ordonne à Sinard de mettre fin à la diffusion de Robinson Sucroé et de payer à Claude Robinson plus de 5 millions de dollars. Claude Robinson lui-même reconnaît l'ampleur de ce qui était en jeu. Le 27 août 2009, il se confie à Radio-Canada. Imaginez si j'avais eu un jugement qui disait, mettons que la loi du droit d'auteur est affaiblie. C'est tous les créateurs là, qui auraient subi ça. Ça, là, j'avais peur de ça, parce que si tu veux pas faire de quoi qui va nuire à tout ce monde-là, ce qui veut dire, c'est le chaînon le plus faible, le plus fragile dans toute l'industrie. Il est déjà faible, là. Ce qui veut dire, affaiblis-les pas plus. Là, ce que le juge a fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il confirme que les articles de loi qui sont écrits par le législateur, c'est pas lui qui a écrit les articles de loi, le juge. Mais c'est à lui de les appliquer, de faire de son appréciation de la situation. Et les articles, ils y sont. La loi du droit d'auteur est très bien écrite. Chaque article... Moi, j'ai été m'asseoir à l'Université de Montréal dans un cours qui est donné par le Dr. Isa Gendreau en droit. Et j'ai suivi tout le cours de droit d'auteur pour comprendre c'était quoi les articles de loi. Et je réalise que le législateur a vraiment fait une réflexion quand il écrit un article. Il y a des détails là-dedans. Tu te dis, mon Dieu, comment ça se fait? L'affaire Robinson n'a pas été le seul grand litige en droit d'auteur. Mais avec l'affaire Robinson, c'était l'interprétation de la loi sur le droit d'auteur elle-même qui était en jeu. Depuis la décision finale de la Cour suprême en 2013, la décision dans l'affaire Robinson a déjà été citée dans plus de 540 autres jugements. David a beau être épuisé, mais quand Goliath tombe, la chute se fait sentir.
Faut rappeler au début de l'épisode comment la loi sur le droit d'auteur est issue d'un processus constitutionnel qui prévoyait la représentation de 2 peuples dans le pouvoir canadien. Évidemment, il y a eu un oubli très important, les peuples autochtones. Il y a autant de traditions légales autochtones qu'il y a de nations autochtones. Et leur droit n'est pas toujours pris en compte par le droit canadien. Pour m'orienter, je suis allé à Wendake, parler avec l'ancien grand chef Conrad Sioui. Je lui ai demandé si le droit autochtone avait été considéré quand le Canada a adopté ses premières lois sur le droit d'auteur. Dans son sens large, je dirais non. Il n'a pas été pris en compte parce que les cours, partout, c'était toujours... si on voulait témoigner de quoi que ce soit, d'un droit, par exemple, au territoire, un droit à la ressource, un droit culturel, peu importe le type de droit, c'était toujours ces bons anthropologues-là qui ont passé par l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université McGill, ou peu importe. Ils sont allés faire un doctorat en quelque part à Paris, à la Sorbonne. Ils sont revenus avec un diplôme en poche, puis ils étaient des spécialistes des Premières Nations, des spécialistes des indigènes, même s'ils avaient été faire un petit doctorat ou peut-être une étude de cas chez les Pygmées d'Afrique ou ailleurs. On n'a pas été considérés. Ça a pris beaucoup de temps. J'en ai aussi parlé par visioconférence avec Val Napoleon, professeur en droit autochtone à l'Université de Victoria et originaire de la nation Saulteaux, en Colombie-Britannique. L'histoire de la loi sur le droit d'auteur du Canada, comme toutes ces lois, a toujours reflété un moment de l'histoire canadienne. Ces développements, ce qui se passait politiquement et économiquement, et le tout en accord avec les aspirations canadiennes de l'époque. Le droit d'auteur est sorti de cette réalité il y a longtemps. Ce que le gouvernement fédéral a fait avec la loi sur le droit d'auteur, c'est de dire que ça gouvernait tout le droit d'auteur et tous les intangibles. Essentiellement par son existence même, elle a supplanté la propriété intellectuelle autochtone. C'est difficile à imaginer quand on n'a jamais vécu dans une autre tradition juridique, mais les principes de base du droit canadien ne sont pas universels. Le droit de propriété, dont le droit d'auteur fait partie, est généralement compris dans les traditions juridiques eurocoloniales comme étant quelque chose qui doit appartenir à des personnes définies, qui peut être transféré ou vendu à un autre et qui donne à celui qui en est propriétaire le droit d'en faire ce qu'il veut, sauf exception prévue par la loi. Mais c'est pas nécessairement le cas dans toutes les traditions juridiques du monde, dont certaines traditions juridiques autochtones. Si vous regardez les intangibles, la propriété intellectuelle telle qu'on la comprend dans une perspective de droit autochtone, c'est le contrôle. Qui sont les propriétaires? Que peuvent-ils en faire? Comment peuvent-ils décider quoi en faire? Ainsi de suite. D'un point de vue de droit autochtone, ce sont ces aspects de contrôle d'intangibles pour les besoins de notre société. Et ça, c'est un but très différent de ce qui se trouve dans la législation canadienne. Par exemple, selon la loi sur le droit d'auteur, des simples paroles ne sont pas protégées. Elles doivent être fixées dans un médium physique plus ou moins permanent. Alors, comment est-ce que la loi est supposée protéger des œuvres qui relèvent de traditions orales? Si le droit d'auteur doit appartenir à une personne ou un groupe de personnes vivant et bien défini, comment est-ce que les nations autochtones sont supposées protéger leur savoir traditionnel et ouvrages culturels d'appartenance collective? J'ai aussi parlé par visioconférence avec Sakej Henderson, conseiller au Grand Conseil de la Nation Mi'kmaq, à propos de l'évolution du droit d'auteur au Canada. Il note un désir d'évolution des lois canadiennes sur le droit d'auteur qui reconnaît le droit autochtone. Tout le système est discriminatoire depuis le début. Il a toujours vu la culture et les connaissances autochtones comme l'héritage commun de l'humanité, dans lequel il pouvait prendre sans considération pour les peuples autochtones. Mais depuis que la Déclaration des Nations unies a affirmé nos droits au développement culturel, à nos valeurs spirituelles et à notre propriété intellectuelle, le Canada essaie d'améliorer le droit d'auteur.
les lois sur les marques de commerce, les droits moraux, les droits de performance, les dessins industriels, pour qu'ils soient conformes aux lois et aux traditions autochtones. Ça va être un processus de fond. Pour la loi sur le droit d'auteur, c'est un peu un retour aux sources, une correction à faire qui remonte à l'origine même du régime de droit d'auteur canadien et le choix d'en faire une juridiction uniquement fédérale dans la Constitution du Canada. Des experts autochtones comme la professeure Napoleon font des efforts considérables pour mener cette évolution. Nous travaillons depuis très longtemps maintenant, depuis 2011, pour formuler le droit autochtone et nos procédures légales. Ce travail est absolument possible. C'est possible de développer des perspectives intersociétales. Nous pouvons penser et travailler de façon intersociétale. Le travail de reconstruction du droit autochtone est possible et très important. Et voici l'autre point essentiel. Le droit est nécessaire à n'importe quelle société à travers le monde aujourd'hui, tant pour une société civile que pour une forme saine de démocratie. Les peuples autochtones ne sont pas isolés des facteurs qui ont un impact sur le reste de la planète. Cette reconstruction du droit et de la citoyenneté, et c'est ce que c'est important pour tout le Canada, pas juste les peuples autochtones. Même après 100 ans, la loi sur le droit d'auteur est encore appelée à évoluer. Comme toute autre loi, elle est un reflet des pratiques et dynamiques de pouvoir au Canada. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Notre exploration des 100 ans de la loi sur le droit d'auteur au Canada continue avec 2 autres épisodes, dans lesquels on aborde d'abord la loi sur le droit d'auteur sous l'angle de l'évolution culturelle et après sous l'angle de l'évolution technologique. Prochain épisode, la culture. Pourquoi on se souvient de l'auteur de l'Iliade et pas celui de Beowulf? Comment est-ce qu'une invention allemande du 15e siècle a mené une loi anglaise qui bouleversera l'équilibre des créateurs? Pourquoi l'application tardive d'un principe de droit des États-Unis marque peut-être un changement culturel dans l'éducation au Canada? On se donne rendez-vous au prochain épisode. À la recherche et à la scénarisation, Farnel Morisset et Martin Landry. Au montage et mixage sonore, Studio Expression. À l'animation, moi-même, Farnel Morisset. Chanson thème interprétée par Élie Sapi. Une production et une réalisation de Denis Martel. Ce balado est rendu possible grâce à Copybec avec l'appui du gouvernement du Canada.